Jeudi 14 novembre 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Dans les actualités de ce jour, l'autoroute reliant Antananarivo et Tuamas a été prolongée de 18 km. Le nouveau PK0 de cette autoroute se situe désormais à Moudfast, s'il devait être à Talatavununj. La société Samcrit utilise également de nouvelles machines pour tripler la vitesse des travaux. Et d'ici 2025, la première tronçon de cette route, longue de 80 km, sera achevée, a déclaré le président de la République, André Rajoelina, aujourd'hui. Plus de détails avec Jusgaël Rajalirin sur les images de André Rajoelina. La construction de la première autoroute à Madagascar se poursuivra, malgré de nombreuses difficultés. Le nouveau PK0 a été déplacé à Moudfast, s'il devait être à Talatavununj auparavant. Il a également fallu corriger le trajet. Quoi qu'il en soit, les travaux seront achevés dans les temps, souligne le ministre des Travaux publics. La société égyptienne, Samcrit, est chargée de la mise en œuvre de ce projet présidentiel. Pour accélérer les travaux, Samcrit utilisera de nouvelles machines permettant de remblayer rapidement et durcir le sol pour pouvoir procéder par la suite au bitumage. La première tronçon de cette autoroute, Antananarivo-Tuamas, longue de 80 km, sera inaugurée dans un an. Les travaux seront accélérés, mais ils seront aux normes. Le géotextile est utilisé sur cette autoroute, par exemple, afin d'éviter d'éventuelles fissures dues à l'eau et aux charges. Le projet sera achevé bientôt et ce ne sera plus un rêve que Madagascar disposera de la première autoroute de son histoire. Le défi lancé par le président de la République sera ainsi également relevé. Ces progrès dans la construction de l'autoroute prouvent également que le travail apporte le développement au pays et non les critiques de ceux qui cherchent seulement à semer des troubles. Les travaux pour les intérêts de la population se poursuivent également, a déclaré le président André Rajoelina. Les impacts économiques de cette autoroute sont énormes, notamment la réduction du temps de trajet. Pour en revenir au PK0, de nombreux travaux seront également réalisés à Moudfast et ses environs, comme l'amélioration du bord de route de Tsarasouch et le projet d'amélioration du lac Ivat, qui s'étend sur plus de 280 hectares pour le transformer en un susceptible d'attirer les visiteurs, un lieu de détente, mais aussi le village artisanal d'Ivat. Et cette autoroute sera achevée et construite, a déclaré le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui. Cette immense infrastructure est également une priorité car elle changera l'histoire de Madagascar d'ici peu. Reportage signé Jusgaël Rajalirin et André Rajoelina. Le président André Rajoelina est un homme qui tient ses promesses. Lorsqu'il a ainsi lancé le défi de construire la première autoroute à Madagascar, ce projet sera réalisé, a déclaré le gouverneur de la région Analamang. Les travaux qui sont actuellement en bonne voie en sont la preuve. Le gouverneur a répondu aux propos répandus par l'opposition, selon lesquels l'autoroute ne devrait pas être la priorité, mais d'autres problèmes devraient être résolus en premier lieu. Le gouverneur Rassoua Marmak a souligné que tous les ministères ont chacun leur objectif et qu'ils font leur travail en fonction des tâches qui leur sont confiées. La région d'Analamang, les députés des districts concernés par le projet et les ministères respectifs travaillent ensemble pour dédommager les propriétaires de terrain concernés par ce projet, selon les explications. Page économique pour continuer, les régions d'Analamang, Vaknagaraj, Matiachamboun et Amourmani qui ont une forte potentialité de croissance économique à travers l'autonomisation des femmes ont été choisies pour bénéficier du projet Ituvi initié par l'IDBM et financé par l'AFD à Madagascar. L'objectif est de réduire les inégalités de genre en renforçant l'accès des femmes à l'entrepreneuriat et aux opportunités économiques à Madagascar. Reportage sur les images de André Rajoelina. L'IDBM et l'AFD ont signé ce mercredi une convention de partenariat dans le cadre du lancement du projet Ituvi, un projet qui vise à réduire les inégalités de genre en renforçant l'accès des femmes à l'entrepreneuriat et aux opportunités économiques à Madagascar. Cependant, Ituvi ne se limite pas uniquement aux femmes, même si elles en sont les principales cibles, selon la directrice générale de l'IDBM. Ituvi va renforcer l'écosystème entrepreneurial du pays. Des actions de sensibilisation et de formation pour les acteurs publics et privés seront ainsi menées afin d'améliorer les services aux entreprises émergentes.
Le projet soutiendra également le DBM dans la mise en place des réformes afin d'améliorer les investissements, notamment à travers des dialogues publics-privés intégrant des mesures pour l'inclusion de genre. Le projet Ituvi va être mis en œuvre dans 4 régions, dont Analamang, Vaknagaraj, Amrunmani et Matiachambun. Ces régions ont été choisies pour leur forte potentialité de croissance économique à travers l'autonomisation des femmes, selon une étude menée lors de l'élaboration du projet. Les filières telles que le tourisme et l'artisanat font partie des filières prioritaires à soutenir selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Le projet est financé à hauteur de 1,52 million d'euros par l'AFD. Le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'amélioration du climat des affaires sont parmi les priorités de l'AFD. On soutient l'entrepreneuriat féminin à Madagascar, mais dans le monde entier. Vous savez que je pense que Madagascar, la France et de nombreux pays se sont engagés à travailler sur les inégalités femmes-hommes. Je crois qu'aujourd'hui, les opportunités économiques pour les femmes sont moins importantes que celles pour les hommes. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble, les acteurs publics et aussi les acteurs privés, à créer ces conditions. Les femmes sont très créatrices, si ce n'est autant plus que les hommes. Donc il faut aussi leur permettre de développer leur activité. Et évidemment, on s'est engagé à Madagascar et dans plein d'autres pays à travailler sur ce secteur. Et lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais d'État d'Iavlou, plusieurs mesures importantes ont été décidées, notamment en vue de l'organisation de la 45e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui se tiendra à Madagascar en 2025. Des comités seront formés pour préparer cet événement de grande envergure. Par ailleurs, la réhabilitation des rues d'Antananarivo se poursuivront également. Enfin, des parcs solaires seront installés à Batumravav, à Pangabé et un Bouidjan. Plus de détails avec Ruth Rissel Hakoutumalal. Pour résoudre la crise énergétique et réduire la dépense envers la Jirama, le président Anchrazouel a donné des instructions concernant l'installation de nouvelles centrales solaires d'une capacité totale de 50 MW. Lundi dernier, le Premier ministre, accompagné des 3 ministres concernés, ont supervisé la réception et l'envoi des équipements nécessaires à la construction de ces infrastructures, dont une centrale de 20 MW qui seront intégrées au réseau interconnecté d'Antananarivo sur des sites construits à Batumravav, à Pangabé et à Bouidjan. Les 30 MW restants seront répartis entre les chefs-lieux de région et Nosibé. Les équipements sont déjà en cours d'acheminement vers leur destination actuellement. À part les questions énergétiques, le Conseil des ministres a abordé la question de l'entretien des rues d'Antananarivo. Ainsi, les réhabilitations se poursuivront et seront financées par le Fonds d'entretien routier. Seront réhabilités le tronçon entre Ampasapit et Anjaïsour, la rue reliant l'immeuble Fofifa à la poste de police d'Abatumar, ainsi que des travaux de réparation des nids de poules à Manchsez. D'autres projets incluent la réhabilitation des rues d'Ambunlou et celles reliant les ronds-points à Larbi, Tarasoch et Amboutfassen, ainsi que l'entretien des rues autour des locaux de la commune à Souaran et les rues d'Ambozatouf. En matière de diplomatie, le Conseil des ministres a validé la mise en place de comités pour organiser la préparation de la 45e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui se déroulera à Madagascar en 2025. Ce sommet comprendra 2 événements majeurs, la 8e édition de la semaine de la promotion de l'industrie de la SADC, axée sur le développement industriel régional, et une conférence publique visant à promouvoir la recherche et l'innovation avec la participation d'experts des pays membres de la SADC. Enfin, le Conseil des ministres a adopté un décret modifiant les articles 277 et 296 du décret numéro 69-145 du 8 avril 1969 relatif au Code de prévoyance sociale. Ce décret met en œuvre la déclaration du président de la République qui avait annoncé une augmentation de 25% des pensions de retraite pour les personnes âgées de 80 ans et plus. De plus, les pensions de veuvage pour les travailleurs actifs seront augmentées de 30%, tandis que celles des inactifs seront revalorisées de 50%. Ces mesures marquent un premier pas vers l'extension de la protection sociale à l'ensemble des Malagasy, en offrant à chaque citoyen une couverture sociale adéquate en fonction de ses revenus.
En éducation, les résultats du concours d'entrée en première année à la faculté EGS de l'Université d'Antananarivo ont été déjà publiés depuis le début de cette semaine. La conférence des présidents des universités déterminera la date de rentrée, un système au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants qui n'ont pas réussi le concours pour leur part peuvent choisir l'enseignement ouvert et à distance. Plus de détails avec Radroman Zatouf et Anzar Razonavelu. La sociologie, l'économie et la gestion, telles sont les filières qui composent le département EGS au sein de l'université Ankatu. Les résultats du concours d'entrée en première année dans ce département ont été déjà publiés depuis le début de cette semaine. Environ 3000 étudiants entreront en première année, 1300 pour la filière économie, 933 pour la gestion et plus de 1000 étudiants pour la sociologie. Le nombre d'étudiants entrant en première année est limité pour ce département. Toutefois, les étudiants n'ayant pas réussi au concours peuvent choisir de suivre une formation ouverte et à distance. Par ailleurs, la conférence des présidents des universités déterminera la date de rentrée du département, un système au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En santé, des responsables des domaines techniques pour l'évaluation externe conjointe des capacités essentielles du RSI ou Règlement sanitaire international à Madagascar se sont réunis du 11 au 13 novembre 2024 pour un atelier de briefing et de formation. Cette initiative vise à mesurer les progrès accomplis depuis la précédente évaluation en 2017, tout en identifiant les domaines prioritaires en matière d'amélioration pour les années à venir afin de renforcer la prévention et la maîtrise des menaces potentielles à la santé publique et à la sécurité sanitaire. Le ministère de la Santé publique, avec l'appui de l'OMS à Madagascar, de la Banque mondiale, de l'USAID Madagascar, a mesuré au cours de ces 3 jours les progrès dans la mise en œuvre du RSI selon 48 indicateurs couvrant 19 domaines techniques. Des actions prioritaires ont également été identifiées pour chaque domaine technique afin de faire progresser de façon réaliste les capacités nationales à mettre en œuvre le RSI établi en 2005. Place maintenant aux actualités internationales. Destination France, menacée par une peine d'inéligibilité qui anéantirait ses ambitions élysiennes pour 2027. Marine Le Pen joue ces prochaines semaines sa survie politique. Pour reprendre la main, l'hypothèse de censurer le gouvernement Barnier dès cet hiver est passée de fantaisiste à probable. Reportage sur les images de France 24. Atterrée, Marine Le Pen sort de la salle d'audience. 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, 300 000 € d'amende, mais surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire ont été requis par les procureurs. En cas de condamnation, elle ne pourrait plus se présenter, même en faisant appel. Une peine qui bousculerait son calendrier pour 2027. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique. Des réquisitions approuvées et jugées justes par la partie adverse. Je suis quand même, pour ma part, pour le Parlement européen, à 4,5 millions de fonds qui ont été détournés. C'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité du Parlement européen, c'est pas la responsabilité des procureurs. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se multiplient, émanant parfois de personnalités inattendues, comme Gérald Darmanin, l'ex-ministre de l'Intérieur. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. Aujourd'hui, ce sera au tour des avocats de Marine Le Pen et de ses 24 coprévenus de s'exprimer. Ensuite, au Sénégal, dans la région de Matam, au nord-est du pays, de nombreux sinistrés et victimes d'inondations se sentent abandonnés par le gouvernement. Ils comptent bien faire entendre leur voix lors des élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre. France 4. Poussés à fuir les inondations, Kardia Toussi ne possède plus que quelques affaires, entassées pêle-mêle sous un abri de fortune. La jeune femme fait partie des milliers de personnes déplacées par la crue du fleuve Sénégal et se sent abandonnée par le gouvernement. Si ton chat est détruit, tu vas nous le quoi? On n'a pas de quoi nourrir, on n'a pas vu l'État. Depuis la mi-octobre, le nord-est du Sénégal est touché par d'importantes inondations
qui ont submergé les terres et détruit des récoltes. Une situation particulièrement préoccupante pour la région agricole de Matam, où les taux de chômage et de pauvreté sont parmi les plus élevés du pays. Les rares emplois s'y voient aujourd'hui menacés, privant les agriculteurs de gagne-pain et les jeunes de perspectives d'avenir. Les jeunes n'ont pas de travail. Ils sont assis à la maison ou alors ils sont dans les champs. Et maintenant que les champs ont été détruits par l'eau, il faut que le gouvernement agisse rapidement. Le gouvernement sénégalais s'est engagé à débloquer 12 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés, une aide censée s'ajouter au plan de développement de la région, annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko le mois dernier. Nous voulons un hub industriel à Matam. Tous les phosphores extraits seront transformés ici en engrais. Rien que la phase d'installation et de développement du système va générer 10 000 emplois directs. Le gouvernement espère que ces engagements suffiront à convaincre les électeurs de la région de Matam, alors que le pays doit se rendre aux urnes pour un scrutin législatif anticipé le 17 novembre. Et l'ONG Human Rights Watch estime dans un rapport publié jeudi que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève du crime de guerre. France 24. J'ai ici une vidéo quand les forces israéliennes ont largué des tracts pour nous demander d'évacuer. Ghassan est l'un des presque 2 millions de déplacés gazaouis qui ont dû fuir la riposte israélienne après l'attaque menée par le Hamas du 7 octobre 2023. Pendant près d'un an, il a maintenu un journal vidéo pour documenter ce qu'il a vécu. Nous venons d'être pris pour cible. Pendant cette période, c'était le chaos et la panique. La rue où je marchais était bombardée partout. Soudain, j'ai vu un énorme éclair. Je dois ma survie à cette voiture qui nous a protégés de l'explosion et des éclats d'obus. Aujourd'hui, il s'est réfugié à Deir al-Bala, au nord de Khan Younes, où les bombardements continuent. Les personnes déplacées ont l'impression que leur âme est arrachée à leur corps. Plus de 90% de la population de Gaza est aujourd'hui déplacée. Pour l'ONG Human Rights Watch, ces transferts forcés relèvent du crime de guerre et les actions des autorités israéliennes s'apparentent à un nettoyage ethnique. Les autorités ont délibérément restreint l'aide humanitaire et utilisent la famine comme arme de guerre. L'armée israélienne a provoqué des destructions massives à Gaza. Les déplacements forcés sont généralisés, systématiques et intentionnels. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'État et constituent un crime contre l'humanité. Selon le média israélien Haaretz, les forces de défense israéliennes comptent rester à Gaza au moins jusqu'à la fin de l'année 2025. J'ai peur de vivre une autre expérience de déplacement et je crains que l'hiver n'arrive avant la fin de la guerre. Car cette tente que vous voyez devant vous ne tiendra pas le coup en hiver. En 24 heures, les dernières opérations militaires israéliennes à Gaza ont fait 47 morts et 182 blessés, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.